Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes spécialiste du monde musulman et du Moyen-Orient. Vous avez notamment écrit un récent, Le bouleversement du monde du 7 octobre au retour de Donald Trump, dont une version actualisée est parue fin avril chez Pocket. Un livre couronné il y a quelques jours du prix Montaigne 2025. Gilles Kepel et Benyamin Netanyahou a affirmé hier que la guerre en Iran avait ouvert, je le cite, de larges possibilités régionales. Une idée reprise à son compte ce matin. On l'a écouté tout à l'heure avec certaines limites néanmoins par le chef de la diplomatie israélienne Gideon Sa'ar, notamment concernant une éventuelle normalisation des relations avec la Syrie. Gilles Kepel, est-ce que vous diriez également que cette guerre des 12 jours, comme l'a nommé Donald Trump, a modifié certains paradigmes au Moyen-Orient ? Oui, indéniablement. D'abord, elle a rappelé que les États-Unis avaient le gros marteau, pour utiliser l'image écrite pour parler de l'offensive, pour taper sur tout le monde. Et probablement, est-ce que aujourd'hui, en tout cas, l'Iran militairement est sonné. Qu'est-ce qui va se passer en Iran ? Il y a toutes sortes d'hypothèses contradictoires. C'est très difficile de le savoir. Mais on peut imaginer certainement qu'une partie de l'establishment de la République islamique va trouver un moyen de sortir d'une impasse qui, sans cela, risque de les faire s'effondrer complètement. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les États du Golfe, après l'attaque, fut-elle de complaisance d'une certaine manière contre le Qatar, ont néanmoins senti passer le vent du boulet. Ont vu que les avions américains qui étaient là pour protéger le Qatar avaient pris leur envol pour ne pas être abîmés. Bien sûr, ça s'est fait entre gens de bonne compagnie, à fleuret moucheté si j'ose dire, mais les expatriés qui étaient au Qatar ont eu peur et ça fait penser aux Saoudiens, aux Émiratis, aux Bahreïniens et aux autres qu'ils sont aussi à portée de coups. Alors, tout cela se traduit par une volonté de réorganisation générale et on parle aujourd'hui d'espèce d'accord d'Abraham XXL avec l'Arabie Saoudite, avec un Iran qui pourrait bouger, enfin, beaucoup de choses sont sur la table. Il reste néanmoins la Syrie que vous avez mentionné à l'instant, quoique ça sera un peu compliqué certainement encore, mais il reste néanmoins un os et cet os, c'est évidemment Gaza. Alors justement, j'y viens Gilles Kepel avant d'aborder et de revenir sur la question de l'avenir du régime iranien et de ses relations avec les capitales du Golfe. Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, est en déplacement aujourd'hui à Washington. On annonce que Benyamin Netanyahou pourrait s'y rendre également cet été. Quelle pression exerce actuellement l'administration Trump pour que ces efforts de normalisation aillent plus loin ? Et est-ce que le président Trump exige pour cela un accord de cessez-le-feu rapide dans la bande de Gaza ? C'est un peu ce qui ressort de l'entretien que vous avez eu, très intéressant, avec votre correspondante tout à l'heure. Je ne sais plus comment ils s'appellent, les jeunes de Judée-Samarie ou autres, continuent à mener leurs exactions, brûlent les postes de police, etc. C'est que eux, ce sont les soutiens avancés, disons, de la partie de la coalition gouvernementale qui ne veut absolument aucun accord sur Gaza, c'est-à-dire des troupes, des députés de Ben Gvir et Smotrich. Et ils mettent une pression maximale, d'autant plus qu'il y a la perspective que le gouvernement Netanyahou, qui est toujours à la recherche de son avenir, bien sûr, finisse par céder à la volonté des États-Unis. Et il faut bien voir que c'est quand même la manifestation militaire, la frappe, le coup de marteau sur l'Iran, qui a, d'une certaine manière, permis aussi à Israël de sortir la tête haute de l'affrontement avec l'Iran, qui commençait à tourner à l'aigre avec des attaques de missiles sur le territoire israélien. Donc on peut envisager une sorte de donnant-donnant entre Washington et Jérusalem sur la question. Je pense, oui, c'est ça. Et il faut absolument, pour Trump, trouver une solution à Gaza. Et je ne pense pas que c'est la même solution que celle que préconisent messieurs Ben Gvir et Smotrich. Et donc, l'idée, c'est de faire une pression maximale actuellement sur Bibi Netanyahou, quitte à ce que, en disant, vous voyez, j'ai permis à Israël de vaincre un nouveau type de péril, et bien maintenant, il faut faire cette concession. Mais évidemment, c'est très compliqué, à moins que Bibi Netanyahou ne dissolve, ne change de majorité,
peut-être est-ce une possibilité. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les conséquences de la frappe sur l'Iran, de la rétorsion de l'Iran sur Israël, qui était probablement plus importante que ce que le renseignement israélien avait imaginé. On a été à la fois très impressionné par le niveau d'infiltration du Mossad, probablement au sommet des services iraniens, tous les généraux qui ont été tués dans leur lit et autres. Ce récit qui circule sur Catherine Pérez, qui aurait infiltré jusqu'au website de l'ayatollah Khamenei. Mais néanmoins, du côté des armes balistiques et des réserves d'armes balistiques, visiblement, Israël a été pris au dépourvu. Dans une évolution notable qui rejoint ce que vous nous expliquez à l'instant, Gilles Kepel, Benyamin Netanyahou a d'ailleurs exposé hier que la priorité désormais était la libération des 50 otages restants dans la bande de Gaza. L'Égypte aurait proposé d'ailleurs un nouveau plan d'accord de cessez-le-feu. Quel rôle peut jouer justement le Caire comme médiateur, peut-être davantage encore que le rôle que pourrait jouer le Qatar ? Le Caire détient un certain nombre de clés territoriales pour l'avenir de Gaza. C'est-à-dire qu'il y a une frontière avec l'Égypte, la bande de Gaza, une frontière qui est aujourd'hui gelée, mais par laquelle pourrait passer énormément de soutien alimentaire, de faire tout ce d'éléments pour la reconstruction, etc. Donc l'Égypte, effectivement, qui était le pays par où passaient les tunnels de contrebande. Il faut bien se rappeler que le système Gaza, c'était Qatar finançant et cet argent servant à faire passer toutes sortes de marchandises par le biais des tunnels qui allaient avec le Sinaï égyptien, de toutes sortes de choses, y compris des armes probablement. Et ce qui est aujourd'hui un des enjeux principaux en Israël et pour la survie politique de M. Netanyahou, savoir est-ce que finalement c'est un défaut de conception qui a rendu possible le 7 octobre et la catastrophe qui est en suivi, dont le Premier ministre porterait la responsabilité. Évidemment, il a expliqué que c'était pas lui, que c'était le Shin Bet, etc. Mais tout ça, c'est aux électeurs d'en décider quand vous êtes homme politique. Et donc, vous voyez, on retourne paradoxalement, d'une certaine manière, à une sorte de case départ. Si vous voulez, l'attaque sur l'Iran, c'était l'occasion pour le Premier ministre de prolonger un peu le succès exceptionnel qu'il avait obtenu sur le Hezbollah, à part que l'Iran, c'est un beaucoup plus gros morceau que le Hezbollah. Et de terminer, de redorer à la fois son blason personnel et la dissuasion israélienne dans la région ? Oui, bien sûr, et de sortir par le haut, si vous voulez. Mais finalement, ça ne s'est pas aussi bien passé que ça, puisqu'il a fallu que les Américains interviennent pour siffler, je n'ose pas dire la fin de la récréation, mais la fin de l'offensive. Et donc aujourd'hui, les Américains ont un moyen de pression qui me semble incommensurablement plus important. Et d'une certaine façon, après les 12 jours, Bibi Netanyahou se retrouve de nouveau confronté à la question Gaza, et ce que vous disiez tout à l'heure avec les attaques non seulement des Palestiniens en Cisjordanie, mais aussi des postes de l'armée et autres. Ça indique, enfin tel que je perçois les choses en tout cas, mais vous connaissez ces questions mieux que moi, ça indique une très forte tension venant de la part de ceux qui, dans la coalition au pouvoir actuel, ne veulent absolument pas entendre parler d'un cessez-le-feu. Et précisément, vous venez de le dire, le fait que le Premier ministre ait remis la libération des otages restants comme une priorité, alors que ça n'était pas vraiment sa priorité dans les semaines précédentes, est évidemment un signe qu'à Washington, on appuie très fort. Je voudrais faire entendre une autre voix, Gilles Kepel, celle de l'ambassadeur américain en Syrie, Tom Barak, qui a salué l'ouverture lui aussi d'un nouveau chemin au Moyen-Orient, en mettant en avant notamment le rôle que pourrait jouer la Turquie. Cette fois, on lit par ailleurs que la Syrie, on le disait tout à l'heure, serait favorable à un accord, certes très minimaliste, mais en tout cas un accord technique avec Israël. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire concernant ces deux capitales, Damas et Ankara ? Alors, Tom Barak, qui est en fait un grec orthodoxe d'origine syrienne, qui s'appelle Touma Barak, est ambassadeur, qui est très proche de Donald Trump, est ambassadeur en Turquie actuellement. Mais pas en Syrie, mais d'une certaine manière, il est un peu, je n'ose pas dire le proconsul en Syrie, puisque par ailleurs, c'est effectivement Ankara qui a un poids très important pour assurer l'approvisionnement du régime de Ahmed al-Sharia, etc. Et effectivement, il y a une volonté américaine, en passant par la Turquie,
et à travers le canal turc, de faire entrer la Syrie de l'ancien chef djihadiste Ahmad al-Shara à l'intérieur d'une espèce de nouvelle initiative levantine ou bien d'une sorte d'extension, encore une fois, du modèle accord d'Abraham. Et si vous voulez, vous avez cette pression qui vient du Nord et qui redonnerait à M. Erdogan un rôle de médiateur au Moyen-Orient que jusqu'alors le Qatar avait un peu monopolisé, avec les difficultés et les effets pervers qu'on a vus dans la gestion de Gaza via l'argent du Qatar. Ce que verrait d'un bon œil le gouvernement israélien ? Comment ? Ce que verrait d'un bon œil le gouvernement israélien, le fait que la Turquie occupe une influence beaucoup plus importante que celle du Qatar aujourd'hui ? La Turquie, malgré les formules de rhétorique parfois un peu rudes de M. Erdogan, c'est le moins qu'on puisse dire, que je sache, a des relations diplomatiques avec Israël, même si elles sont en dents de scie. Il y a une reconnaissance. C'est pas la même chose, c'est pas le même passé qu'avec les pays arabes. La Turquie était l'allié d'Israël contre les Arabes qui étaient au milieu pendant des décennies. Donc, bien sûr, Erdogan, ce n'est pas la même chose, mais Erdogan veut se réintégrer aussi dans le consensus. La Turquie est une puissance militaire aujourd'hui non négligeable qui vend des drones à tout le monde. Et on voit bien que ça fait partie, si vous voulez, d'une architecture de pression aujourd'hui sur le gouvernement israélien. Et vous avez paradoxalement en Syrie, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a aussi des extrémistes. Et c'est ce qui a expliqué notamment qu'il y a eu cet attentat sanglant dans une église grecque-orthodoxe justement de Damas l'autre jour, qui a mis Monsieur Sharia dans une situation très complexe, puisque c'était des gens qui faisaient partie de son équipe de départ qui ont fait ça. Et à tel point qu'il n'a pas souhaité se rendre à l'église sur place pour présenter des condoléances, ce qui évidemment a fait pas mal grincer les choses. Terminons, Gilles Kepel, avec l'Arabie Saoudite dont vous nous parliez tout à l'heure. En attendant évidemment une avancée importante à Gaza, est-ce que ces 12 jours de guerre en Iran ont favorisé, côté Riyad, une avancée supplémentaire vers un accord de normalisation avec Israël, tant espéré par Donald Trump ? Alors, je crois qu'en Arabie Saoudite, on a compris 5 sur 5 la signification de l'attaque sur le Qatar. On a fait ça entre gentlemen, plus ou moins, on fait plus ou moins semblant, mais ça veut dire que l'Iran a la capacité de taper. Autrefois, les Saoudiens le savaient. Oui, ils avaient déjà été attaqués par des groupes, des mandataires, des proxys iraniens, mais là, ça montre que l'Iran acculé est prêt à taper. Donc je crois que les Saoudiens sont aussi partisans aujourd'hui d'une avancée qui fasse une sorte de baisse de la tension autour du Golfe, puisque le système saoudien lui aussi est en forte tension. Il y a eu de très gros investissements à Neom qui n'ont pas donné beaucoup de fruits, d'autant plus que Neom n'était pas très loin de Gaza. C'est à 2h30 de voiture d'Eilat, s'il n'y a pas de barrage de frontière en Jordanie au milieu. Donc tout ce développement de la côte ouest de l'Arabie Saoudite sur la mer Rouge a été très impacté par ça. Et le gouvernement saoudien aujourd'hui a besoin de progrès, etc., puisqu'il y a eu quand même d'immenses changements culturels en Arabie Saoudite et qui ne peuvent être portés que par une ambiance générale de paix dans la région. Mais encore une fois, personne ne bougera dans la région, en dépit de l'inquiétude de l'Iran, tant qu'il n'y aura pas ce que les dirigeants arabes espèrent être un progrès significatif sur la question de Gaza. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le bouleversement du monde, du 7 octobre au retour de Donald Trump, dont une version actualisée, je le disais, vient de paraître chez Pocket, l'un des grands essais de cette année. Merci encore d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Merci de votre invitation.